Ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez très bien. De mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Ça va bien. Ça va très bien. Et j'ai voulu qu'on se parle. J'ai voulu qu'on se parle, mais dans la franchise. Parce que tout ce qui se fait dans la franchise, c'est pour éviter d'éventuels problèmes. Donc, il faut qu'on se parle dans la franchise. Ce soir, je fais ce direct par rapport à ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qui se dit. Et nous ne cesserons de répéter la même chose. Parce que il y va de l'intérêt de notre pays. Donc, on ne cessera de répéter ce qu'on a dit 1 et 1000 fois. Nous sommes dans une situation politique qui aujourd'hui suscite beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup d'inquiétudes, et cela doit interpeller les uns et les autres. Et nous allons jeter un regard sur tout ce qui se fait. Faire des analyses afin d'amener les uns et les autres à comprendre après 2011, il n'y avait pas eu une véritable force politique. Il n'y avait pas de force politique vis-à-vis du parti au pouvoir. Tout le monde était terré parce que en ce moment-là, la terreur était à son summum. Et donc, personne ne pouvait s'hasarder. Il n'y avait pas eu une force politique en tant que telle. Mais cette situation de 2011 aussi a favorisé la fragilisation de l'opposition, a fragilisé totalement l'opposition. De telle sorte que des problèmes qui devaient être traités de façon sérieuse, ces problèmes-là, on ne les traite pas. Parce que chacun se cache derrière son ego. Et cette situation ne peut que favoriser et empirer la souffrance des populations pour lesquelles on dit que nous sommes dans un combat. Alors, après 2011, et nous sommes arrivés en 2015, jusqu'en 2015, il n'y avait pas encore une force politique en tant que telle. C'est à partir de 2020 là qu'il y a eu une force politique, ou du moins des voix ont commencé à se lever pour contredire le parti au pouvoir. Donc 2020, 2021, 2022 s'installent maintenant les véritables forces politiques, avec les créations des partis politiques ça et là. Et selon la démocratie et le multipartisme, ce n'est pas un problème. C'est d'ailleurs, c'est ça qui alimente, c'est ça qui fait que on parle de démocratie, parce que parler de plusieurs voix,
c'est la démocratie. Mais puisque nous sommes dans une situation un peu particulière, nous sommes obligés de regarder dans la même direction quelquefois pour réduire une possibilité d'une énième crise. Voici un peu comment nous travaillons. Et donc, dans ce tâtonnement-là, des partis politiques, il y a eu des propositions pour que, d'abord, la gauche, parce qu'on sait en Côte d'Ivoire comment on mène nos combats. Et ça, ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement, mais je prends le cas de la Côte d'Ivoire qui est mon pays. Il y a des partis de gauche et les partis de droite et les centristes. Les centristes, ils peuvent souvent soutenir ceux de la gauche comme ceux de la droite. Ça dépend comment on appelle, de l'intérêt qu'ils portent au programme de celui qui soutient. Donc, puisque c'est la gauche qui avait pris un coup dur, il revenait à la gauche de se reconstituer et devenir encore plus forte. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Il y a eu des péripéties. Il y a eu tout ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, dans ce tumulte-là, puisque on se dit qu'il y a un leader après tout et que c'est ce leader qui peut conduire véritablement la gauche. Mais lorsque le leader s'est désengagé, alors les autres partis ont pris le relais parce qu'il ne fallait pas laisser l'opposition mourir, être à la merci du parti au pouvoir. Donc, Madame Simone Eivé, prend le taureau par les cornes. Elle met en place, elle essaie d'abord de consulter les autres partis politiques et elle met en place ce qu'on appelle aujourd'hui la CAP Côte d'Ivoire avec tous les autres partis. Mais avant même la naissance de la CAP Côte d'Ivoire, il y a eu d'autres mouvements. Voilà. Et nous sommes arrivés à la création de la CAP Côte d'Ivoire avec des objectifs très clairs. La CAP Côte d'Ivoire, donc, n'est en concurrence avec personne, avec aucun parti politique, si ce n'est le parti au pouvoir. Et c'est ça que les gens doivent retenir. C'est le parti au pouvoir qui est notre cible. Donc la CAP Côte d'Ivoire s'est mise, il fallait traiter tous les problèmes qui sont susceptibles de créer, c'est bonsoir camarade Amélie, qui sont susceptibles d'être la source d'éventuels problèmes. Et entre autres, ces problèmes-là sont la révision de la liste électorale, la réinsertion ou bien la réhabilitation ou bien la réinscription des personnes qui ont été retirées de façon unilatérale et de façon arbitraire de la liste électorale. La réforme de la CEI et toutes ces questions qui sont préoccupantes pour une élection libre et crédible. Ces questions ont été soulevées. Et c'est après qu'on apprend qu'il y a eu un autre mouvement qui a été créé, qui est le mouvement Trop c'est trop. Mais, comme je viens de le dire, nous sommes en démocratie. Chacun peut créer son mouvement qu'il veut, pourvu que ce que nous voulons faire soit dans l'intérêt du peuple pour qui on dit lutter. Voilà. Donc la CAP Côte d'Ivoire n'est en concurrence avec personne. Mais ici, ce que je veux dénoncer, c'est l'hypocrisie des Ivoiriens.
l'hypocrisie des Ivoiriens et en même temps parler du danger qui guette. C'est-à-dire qu'on a connu 2011. Mais 2011, c'est comme si c'était l'extrait du film par rapport à ce qui va venir. Et je sais, je vais donner les détails là-dessus. Parce qu'en réalité, quand je parle de l'hypocrisie des Ivoiriens, de certains Ivoiriens, ce n'est pas eux tous. On était tous là lorsque Henri Konan Bédié, d'abord qui était au RADP, le PDCI était au RADP, c'est le PDCI politiquement qui a combattu le président Laurent Gbagbo, la LMP, jusqu'à sa chute. Et le RADP, le PDCI s'est retiré du RADP lorsque des engagements n'ont pas été tenus. Mais en même temps, le PDCI a montré sa bonne foi, si je peux le dire ainsi. Parce que le PDCI a envoyé des personnes à La Haye pour aller rencontrer le président Laurent Gbagbo quand il était à La Haye. Ils n'ont pas attendu que le président Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire d'abord. Mais feu Henri Konan Bédié a dépêché des gens pour aller rencontrer le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. C'est à partir de là qu'il y a eu un rapprochement entre le FPI ou bien l'EDS et le PDCI. Parce que en réalité, c'était une façon de regretter ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'on appelle le mea culpa. Ils ont reconnu qu'ils s'étaient trompés. Donc, ils ne sont pas restés en Côte d'Ivoire. Ils ont posé l'acte jusqu'à aller à La Haye, envoyer des personnes pour aller rencontrer le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Donc, on peut leur accorder le bénéfice du doute. Ici, ils peuvent bénéficier, on peut leur accorder le bénéfice du doute. Et quand le président Laurent Gbagbo retourne, feu Henri Konan Bédié a matérialisé ce qu'il avait déjà entamé. Il y a eu un véritable rapprochement. Quand ce dernier décède, les journalistes, parce que les journalistes sont comme une porte. Ils voient dedans et ils voient dehors. Donc, ils écoutent ce que dit le peuple. Et ils demandent au président Laurent Gbagbo si il pouvait mettre, c'est-à-dire que, puisque Henri Konan Bédié n'est plus, est-ce qu'il pouvait créer une condition pour que tous ces partis-là se mettent ensemble pour lutter contre le RADP. Nous avons tous entendu ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Il n'a pas murmuré. Il a dit ouvertement que chacun doit conduire son parti parce que l'objectif de la création d'un parti politique, c'est de prendre le pouvoir. Donc lui, il n'est pas là pour organiser ni la gauche ni l'opposition. Ceux aujourd'hui qui prennent la Cap Côte d'Ivoire pour l'adversaire, qui sont en train de dépeindre encore la Cap Côte d'Ivoire comme étant une association des aigris, des haineux, qui ne veulent pas le bien de la Côte d'Ivoire et qui seraient contre le mouvement qui a été créé, ce qu'on appelle le Front commun, trop c'est trop. Ils étaient là, ils ont applaudi. Ils ont envahi les réseaux sociaux et ils ont dit que le président Laurent Gbagbo était un génie politique. Ce qu'il vient de dire là, ça c'était appréciable. Ils ont applaudi. C'était bien pour eux. Pendant que nous, comme d'habitude, on a dit que non, c'est pas bien. Le président Laurent Gbagbo ne peut pas dire ça parce que il a été un leader
et il reste un leader. Son rôle, c'est de mettre tout le monde ensemble. Mais il dit qu'il refuse. Alors, dans ça, quand Simone Veil se lève, elle lance un appel aux autres partis politiques depuis Bouaké et ils essaient depuis lors, ils essaient de travailler jusqu'à trouver maintenant ensemble ce qu'on appelle créer la CAP Côte d'Ivoire. C'était devant tous les Ivoiriens. C'est devant tous les Ivoiriens la CAP Côte d'Ivoire a été créée. Et on a vu tout sur le processus. Comment ça a démarré, pourquoi ça a été créé. Tout le monde a vu. Et les objectifs qui sont poursuivis ont été exposés à la maison du PDCI. En ce moment, il n'y avait pas de front commun. Il n'y avait même pas de front commun. Simone Veil avait déjà lancé un appel à tous les partis politiques lorsque le président Laurent Gbagbo lui-même, il a décliné, il a refusé de mettre les partis politiques ensemble en tant que leader. Quand j'entends aujourd'hui que la CAP Côte d'Ivoire a été créée pour combattre Gbagbo, franchement, je ne sais pas, mais je ne sais pas si les autres souffrent comme moi. Pas souffrir parce qu'on veut souffrir, mais souffrir quand il y a injustice là. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui souffrent comme moi parce que je n'arrive pas à comprendre comment dans un pays, des gens applaudissent aujourd'hui quelque chose. Ils sont d'accord. Ils disent que non, la décision, ce que le président Laurent Gbagbo dit, c'est bien. Et les autres mettent en place une coalition qui viennent aujourd'hui torpiller, enlever ces éléments qui ont formé, qui ont participé à la formation de cette coalition. Et on nous sort maintenant des mots comme la CAP Côte d'Ivoire a été créée pour combattre Gbagbo. Comment on peut vivre comme ça, dans l'hypocrisie en Côte d'Ivoire? Ce sont des questions qui me traversent la tête. Comment on peut vivre dans l'hypocrisie? Comment des gens ont la force, c'est-à-dire le matin ou bien je ne sais pas si c'est la nuit, ils réfléchissent comment détruire X personnes. Je ne sais pas à quel moment ils réfléchissent à ça, quoi. Je ne sais pas. Mais comment je vais détruire mon semblable? C'est leur projet qui est là. Quand ils s'asseyent. Comment je vais dépeindre l'autre? Comment je vais dire que je vais le faire détester, je vais le faire haïr? Des gens s'asseyent comme ça dans leur salon, ou bien ils ne savent pas où, et ils réfléchissent à ces projets-là. Moi, ça me fatigue. Oui, ça me fatigue. Excusez-moi, mais je ne sais pas quel est mon destin. Hein? Je ne sais pas comment Dieu va m'appeler. Mais quelquefois, je me dis que le jour où je meurs, peut-être ce sont des choses comme ça qui vont me tuer. Parce que je n'arrive pas à supporter l'injustice. Ça me frappe fort, jusqu'en dans ma chair. On ne peut pas être injuste de cette façon. On cherche à noircir l'image des autres. Sachant très bien comment les choses se sont déroulées d'un point A à un point B. Les autres, aujourd'hui, qui se sont mis en coalition, n'ont pas précipité les choses. Parce qu'ils voulaient forcément éviter qu'il y ait ce genre de propos. Et donc, ils n'ont même pas, c'est-à-dire ils ont pris leur temps.
celui qu'on a trouvé comme un leader charismatique, on sait que, bon, il vient de la prison, il faut le réhabiliter. Parce que réhabiliter quelqu'un, ce n'est pas forcément qu'il soit président. Mais il faut lui donner une place d'honneur qui va occuper et dans la mémoire collective, mais et dans le monde entier. Et que ce leader charismatique-là, partout, il faut que son nom sonne dans les 4 coins du monde, mais de la plus belle manière. De la plus belle manière. Que son nom sonne toujours. Bonsoir ma soeur Martha. Que son nom sonne de la plus belle manière dans les 4 coins du monde. Ça aussi, c'est réhabiliter un leader. Alors donc, lorsque on leur donne la parole, on lui donne la parole pour dire que, bon, comme celui avec qui tu étais en train de faire la marche, il est décédé. Ton aîné, il est décédé. Est-ce que toi, tu ne peux pas organiser, comment on appelle, l'opposition et la gauche même? Il dit non. Et quand la dame prend sur elle le courage pour organiser ces partis politiques de l'opposition, on vient la torpiller. Juste parce que c'est elle, Simone. Juste parce que il y a Charles Blé Goudé dedans. Juste parce que il y a Afin Guessan dedans. Il faut les torpiller. Comment des gens peuvent s'asseoir et avoir de ces idées lugubres? C'est la question que je me pose. Et moi, ça me fatigue. Ça, je vous le dis. C'est pourquoi je dis que si je tombe, que je meurs, c'est pas autre chose. Mais je n'arrive pas à supporter l'injustice. Je ne supporte pas ça. Moi, je ne supporte pas. Parce que des gens qui sont là, ils sont dans, c'est-à-dire, je ne sais pas, quand ils se réveillent le matin, ils disent des choses juste pour salir. Si ce n'est pas Charles Blé Goudé, c'est Yves ou bien je ne sais qui. Cette Cap Côte d'Ivoire a été créée devant tout le monde. On sait comment ça a été créé. Comment on peut venir dire que c'est pour combattre Gbagbo que la Cap Côte d'Ivoire a été créée? C'est ça. Comment des gens peuvent se lever pour dire que non, la Cap Côte d'Ivoire, comme si ils venaient de se réveiller. Comme si, bon, la Côte d'Ivoire venait d'être créée. Eux, ils venaient d'arriver en Côte d'Ivoire. Oh, ils savent comment la Cap Côte d'Ivoire a été créée. Entre la Cap Côte d'Ivoire et ceux qui ont créé le Front commun, qui torpille qui? Qui? On n'est pas dans un paternal, comment on appelle ça? Dans une histoire, dans une idéologie paternaliste ou patriarcale. Oui, même si ce n'est pas lui qui a fait, que lui vient en dernière position, tout le monde doit courir. Ce n'est pas comme ça la vie. Ce n'est pas comme ça. Donc, les questions qu'on doit se poser. Pourquoi avoir lutté pour avoir le multipartisme? Pourquoi avoir lutté pour avoir, comment on appelle, la démocratie? Les autres ne vous ont jamais rien fait. Eux, ils sont toujours attentifs. Ils se disent que bon, il y a un leader charismatique qui est là, qui peut faire telle chose. Mais à chaque fois, il dit non. Et quand les autres prennent la responsabilité, bah, ils sortent, comme on l'appelle, dans le dos, comme on le dit chez nous, et ils créent un autre truc. Après, on vient dire que non, c'est ceux qui étaient les premiers à avoir créé leur mouvement là, c'est eux qui sont contre lui. Pourquoi on raisonne comme ça? Pourquoi?
L'hypocrisie en Côte d'Ivoire est devenue une culture. Parce que les gens voient que c'est blanc, ils vont venir te dire que non, ça c'est du noir, hein. Juste parce que ce n'est pas eux qui sont à la tête. Juste parce que ce n'est pas eux qui ont fondé, qui sont à la base de ce qui se crée. Donc, il faut venir torpiller. Mais ils ne torpillent pas pour torpiller. Ils viennent salir les autres. Ils viennent pour salir l'image des autres. Et moi, je vais courir. Ça dit un matin, on me dit que non, il faut venir là. Moi, je ne mets pas mes pieds là. Je vais être en singleton. Parce que je veux avoir une conscience qui est libre. Je ne peux pas faire du mal à quelqu'un parce que j'ai envie de faire du mal à quelqu'un. Je dois, ça dit, si j'ai fait du mal à quelqu'un, c'est que je me suis défendu. C'est pourquoi j'ai fait du mal à quelqu'un. Je ne peux pas me mettre là où on cherche à écraser les autres. Non. Je ne peux pas le faire. Donc, je fais l'historique pour que les gens puissent savoir comment la CAP Côte d'Ivoire a été créée. La CAP Côte d'Ivoire n'a jamais été créée pour dire qu'on va lutter contre Gbagbo, on va lutter contre lui là. Quand la CAP Côte d'Ivoire se créait, il n'y avait même pas front commun. Comment on peut projeter des choses pour dire qu'on va lutter front commun qui n'est même pas encore créé? Vous voyez? C'est ce que j'ai voulu dire. L'hypocrisie est devenue une culture en Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, Edith. Des gens qui se disent des croyants, qui ont des grosses Bibles et qui vont les vendredis dans des mosquées. Ces gens-là, je vois un, comment on l'appelle, Tchétchouva ou bien quoi là, qui s'attaque aux gens. Mais moi, j'appelle ça l'effet du groupe. Moi, j'appelle ça l'effet du groupe. On cherche là où il y a la masse pour avoir des yeux ou bien des vues ou bien comment je vais appeler ça. C'est-à-dire que dans leur Bible ou bien dans leur Coran, on ne leur a pas enseigné ce que c'est la justice. On ne leur enseigne pas ça. Moi, je dis que cette histoire des religions, c'est quoi, ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne veux pas vivre dans l'hypocrisie. À quoi ça sert de soulever une Bible qui pèse 40 tonnes chaque dimanche pour se retrouver dans une église? À quoi ça sert de soulever un Coran qui pèse 800 tonnes pour se retrouver dans une mosquée? Alors que nous sommes en train de piétiner les autres. Ça ne sert à rien. Comment on peut dire que la CAP Côte d'Ivoire a été créée pour torpiller Gbagbo, pour faire du mal à Gbagbo? Pourquoi créer des combats virtuels? Pourquoi? Comment on peut combattre quelque chose qui n'est même pas encore né? Je ne sais pas. Mais c'est ça qui nous conduit à un deuxième point pour dire que cette hypocrisie-là, qui entraîne la haine, qui est en train de créer la haine, cette hypocrisie va nous envoyer vers un autre conflit. C'est pourquoi j'ai dit que le conflit de 2011 est comme l'extrait du film. Parce que quand vous regardez des gens zélés, et pour une simple proposition que quelqu'un peut faire quelque part là-bas,
on s'attaque à la personne directement. On ne se pose même pas des questions, les bonnes questions, afin de dire que, oui, ce qu'il a dit, il a raison. C'est juste une proposition, ce n'est pas une opposition. Quand on regarde la démarche de ces personnes-là, tu te dis quoi? S'ils sont dans l'opposition, qu'ils ont ce zèle, ils s'attaquent à tout le monde, à tout va, pour rien. C'est pas quand ils seront au pouvoir là, ils vont s'assagir. Ça va être grave. Et donc, le conflit de 2011 va être considéré comme l'extrait du film de 2025 s'il prenait le pouvoir. Parce que ceux-là même qui sont, qu'on appelle des leaders, ne jouent pas leur rôle de leader. Nous allons prendre l'image du tam-tam et des danseurs. Ici, le tam-tam, Sonaki Sonak, bonsoir ma grande. Ici, le tam-tam, on le représente par le leader et le danseur, il est représenté par, comment on l'appelle, les partisans. Alors, lorsque le rythme du tam-tam change, le danseur, lui, change sa façon de danser. Ça veut dire que c'est le tam-tam qui amène le danseur à changer de pas de danse. Alors, si le leader, qui est le leader, il fait des discours qui amènent ses partisans, ses sympathisants à reconsidérer leur position, forcément, il n'aura rien. Mais quand on regarde cette situation qui se passe, ça veut dire que le leader écoute plus les sympathisants et les partisans. Il ne joue plus son rôle de leader. C'est en fonction de l'émotion de ces partisans et de ces sympathisants-là, le leader réagit. Merci, merci bien, Sonaki Sonak. Bisous à toi. Merci, Papa Dizzy. C'est ça, le rôle d'un leader. C'est vrai, le leader écoute ses sympathisants, ses partisans, mais il filtre tout ce qu'il écoute là, il essaie de filtrer. Pour, quand il finit de faire la somme de tout ça, et quand lui il parle, tous ceux qui s'agitent se calment. C'est ça le tam-tam. Mais les leaders que vous voyez là, ils sont influencés par leurs partisans et leurs sympathisants. Et regardez très bien. De telle sorte que on ne sait pas qui est le leader et qui ne l'est pas, qui est le sympathisant. Parce que ce que le leader va dire sur les réseaux sociaux, et les sympathisants vont dire sur les réseaux sociaux, c'est ce que le leader dit sur un plateau de télévision. Ou bien, quand il écrit, c'est ce qu'il dit. Pourquoi? C'est ce que nous on dit que para complacer a su gente en espagnol, pour faire plaisir, pour se faire aimer par ses partisans. Donc, il ne mène pas ses actions de façon objective. Mais lui aussi, il prépare le terrain des crises. Quand vous les écoutez, c'est ça. C'est pourquoi il dit que
si ceux-là, 2025, ils prennent le pouvoir, il va y avoir beaucoup de dérives. Parce qu'ils ne pourront pas, ils ne seront pas capables de dire à leurs sympathisants et leurs militants que non, ne faites pas ça. Des gens vont se permettre beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Ça, je le dis. Et retenez-le. Moi, je regarde, je juge les gens à partir des faits, des actes qu'ils posent. Ils insultent tout le monde à tout va. Ils ne savent même pas de quel côté se trouve leur intérêt. Mais leur intérêt, c'est que tu dois insulter, tu dois parler mal, oui, ou bien tu dois mentir sur quelqu'un. Ça, c'est leur intérêt, ça. En ce moment, on voit en toi quelqu'un qui dit la vérité. Mais quelqu'un qui peut faire des observations, même au sein d'un parti politique. Ce quelqu'un-là, il est pris pour cible automatiquement. Parce qu'il a fait des observations. Quelle est donc la démocratie dont ils se clament, qu'ils clament toujours qu'ils sont des démocrates? Ils clament cela. Nous sommes des démocrates. La démocratie, elle est où? En interne même. Il ne peut même pas avoir une critique pour dire que ça ne va pas. Comment on doit faire? Et des gens sortent ce qui se dit en interne là, ils viennent exposer ça parce que on veut créer un conflit entre les personnes d'un même groupe. Quand tu n'es pas d'accord, tu es pris pour ennemi. On te traite de tous les noms. Moi, je suis en train de dire que si Dieu se trompe que ceux-là prennent le pouvoir, il y aura vraiment des dérives. Notez-le pour que vous puissiez me le rappeler demain. Notez-le bien pour que vous puissiez me le rappeler. Parce que des gens qui parlent, qui ne raisonnent pas, qui sont conduits par leurs émotions, ils sont émotifs. Ils sortent tout de leur contexte et ils ramènent tout à Gbagbo. Quand quelqu'un dit quelque chose, non, il a parlé de Gbagbo. Quand tu vas tousser là, non, il parle de Gbagbo. Quand vous les voyez, leur démarche, ils préparent une crise. Si ceux-là prenaient le pouvoir, et je suis ferme là-dessus, ils ne raisonnent pas. Ils suivent. Sinon qu'en réalité, on peut être dans un parti politique. Mais au sein d'un parti politique, il y a des débats internes. Oui. Mais on a aujourd'hui remarqué que ceux-mêmes qui nous ont enseigné la démocratie, qui ont dit que la démocratie, ce sont des débats, ils ne sont même pas prêts à accepter un débat interne. Ils ne sont pas prêts à accepter la position de l'autre. Non. Ils créent la haine automatiquement. Ils ne viennent pas pour opposer des arguments à ce que l'autre a dit. Mais ils viennent pour créer simplement la haine. Donc, ils font le lit d'un conflit.
d'un grand conflit que nous allons connaître s'il prenait le pouvoir en 2025. Parce que je n'ai jamais compris cette façon de fonctionner. Ils sont témoins de ce qui se passe. Aujourd'hui, ils vont applaudir quelqu'un qui dit quelque chose pendant que les autres sont en train de dire que non. Ça là, c'est vrai, mais ils se trompent. Ils vont applaudir. Ou on a dit qu'il s'est trompé là. Ils ont fini d'applaudir. Et la personne va vouloir se rattraper d'une autre manière, il va revenir ici. Pour dire que ce qu'on lui avait dit là, il a compris, donc il revient sur sa position. Et ceux qui étaient restés là pour dire que non, tu es en train de te tromper là, automatiquement on les voit comme des adversaires ou bien des ennemis. Alors que c'est eux qui disaient hier que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de vous tromper. Ils ne veulent pas écouter. Ça veut dire que tant que ce n'est pas eux qui le font, qui sont au devant, ils doivent chercher à salir l'image des autres. Vous comprenez? Moi, ce que je dis, je peux me tromper. Parce que je suis un être humain. Mais à 90%, je dis vrai. Et je suis sûr. Parce que c'est une analyse que je fais. C'est ce que je regarde. Vos pas que vous posez là, c'est ça que je regarde. Comment la Cap Côte d'Ivoire reçoit hier le RADP? Et au moment où Cissé Congo parlait, on ne sait pas ce que Touré Mamadou disait, et Chablé Goudé tend son oreille, parce que c'est à Chablé Goudé il s'adressait, il tend son oreille. Ça encore, c'est un problème. Et pourtant, quand le président Laurent Gbagbo est rentré, il allait voir M. Alassane Ouattara. C'est comme ça qu'il a fait. Oui, oui, il a fait comme ça. C'est ce qu'il a fait. Avant d'aller vers lui, et faire comme ça aussi. L'écouter. Qu'est-ce que là, qu'est-ce qu'on va interpréter là? On va dire que, ah, Gbagbo est devenu RADP. Parce que Alassane lui a parlé. Ou bien parce que il s'est mis au garde à vous devant Alassane. Donc il est devenu RADP. Ça n'a aucun sens. Ce sont des humains. Ils étaient ensemble. Gbagbo même a lutté pour que je disais, Alassane Ouattara, il a dit que celui qui veut toucher Alassane, il va passer sur mon corps. Donc ça veut dire qu'ils se connaissent. Ils peuvent se taquiner en dehors de la fonction présidentielle et autres, mais ils peuvent se taquiner. C'est pourquoi même Alassane a dit que je laisse le cadet lire. Ça dit des débats inutiles. Mais on cherche juste à salir l'image de quelqu'un. Est-ce que ça là, après ça, Gbagbo et Alassane étaient, c'est-à-dire que main dans la main comme ça. Les photos sont là. Oui, bonsoir Marie. Il n'y a pas de souci.
Ils étaient main dans la main, comme ça. Alassane a attrapé la main de Gbagbo comme ça. Est-ce que cela signifie que Gbagbo est désormais au RADP? Ou bien il se soumet à la Alassane Ouattara? Non. Ce sont d'abord des êtres humains qui se connaissent avant de lutter le pouvoir. Et s'il doit avoir un apaisement, il doit se rappeler de leur amitié qu'ils avaient, de comment ils étaient avant. Ça peut peut-être jouer. Ça peut peut-être jouer. Mais vous avez vu que après que Gbagbo lui ait rendu visite, il y a eu des prisonniers qui ont été libérés. Ça aussi, ça a joué. Mais le temps a commencé à se durcir lorsque ceux qui sont autour de Gbagbo ont commencé à dire à Gbagbo, faut dire ça, faut dire ça, faut durcir ton ton, faut dire ça. Les positions ont commencé à être encore plus dures. Alors que quand il est arrivé qu'il allait lui rendre visite et qu'il était dans cette démarche-là, sans vouloir écouter ceux qui sont à côté, sans vouloir écouter ceux-là même qui sont, je ne sais pas, on serait arrivé à une autre étape. Parce que là, c'est l'aîné et le cadet qui se parlent. Lui-même, il a brisé le mur qui était entre eux quand il est rentré, en allant lui rendre visite, en allant au palais. Il a brisé ce mur. Alors, s'il avait continué dans ce sens-là, on ne serait pas là aujourd'hui. Parce que quelqu'un que tu as mis en prison, il est venu, il a été te rendre visite. Et vous intensifiez vos visites, vous vous voyez, vous parlez de la Côte d'Ivoire, vous vous rencontrez, vous parlez de la Côte d'Ivoire. Mais il va te faire confiance. Il te fera confiance. Il comprendra que, bon, tu l'amènes à comprendre qu'il s'est trompé, il a fait une erreur. Il s'est trompé. Il ne devait pas utiliser des armes pour te faire tomber. Et donc, il va comprendre. Il va se dire que, ben, je me suis vraiment trompé. Mon frère vient vers moi maintenant. Au lieu de rester à distance là-bas, mais il vient vers moi. On ne serait pas là. On ne pourrait même pas. Parce qu'on n'aurait même pas besoin de dire que on va former des groupes pour aller. Non. Parce que ce sont des choses qui allaient se régler sans même qu'on ne sache. Dans leur visite, ça allait se régler. Il allait lui dire, bon, voilà, je suis venu te rendre visite plusieurs fois. Voici des questions sur lesquelles on doit intervenir. Il va avoir confiance en lui. Et tout ce qui a été pris comme décision, ça et là, tout ça va être annulé. Ensemble, ils vont poser des bases d'une élection juste, transparente, où il n'y aura même pas de problème. Mais quand Gbagbo a été pris, ils l'ont mis dans une seconde prison là. Il faut que Gbagbo montre qu'il est garçon. Donc, il faut maintenant lancer des discours. Et ceux qui doivent applaudir, applaudissent. Alors qu'on n'est pas à l'heure de discours durs. Ça ne sert à rien même de faire des discours durs. Alors qu'on a la possibilité, on a la solution en main. Les visites qu'on se rend, ces visites-là peuvent faire que on n'allait même pas parler de non, on a fait ceci. C'était des choses même, on appelle le président de la CEI, il fait ça, fait ça, fait ça. C'est fini. Mais les gens sont dans un projet. C'est pas, il dit que si Dieu donne cette seconde chance, il dit, bon, voilà, vous voulez le pouvoir, je vous donne le pouvoir. Il y aura des dérives qui vont nous conduire à un conflit incontrôlable. Je le dis. Parce qu'on a les faits sous nos yeux.
Quand des gens qui se réclament de toi font des choses que tu n'arrives pas à les maîtriser, à les calmer, et ils continuent, ce n'est pas quand tu seras au pouvoir que tu vas le faire. Parce qu'ils ont pris goût à insulter qui ils veulent, quand ils veulent, à n'importe quel moment. Ils ont pris goût. Parce que c'est leur façon de montrer qu'ils sont des garçons. Quand tu les écoutes, leur façon de montrer qu'ils sont des garçons là, c'est de parler mal, insulter, mentir, tous ces mots-là. Quand tu n'es pas capable de leur dire d'arrêter, ce n'est pas quand tu seras au pouvoir que tu seras capable. Une fois que tu es au pouvoir, ils vont dire que c'est nous, on est au pouvoir. C'est nous, on est au pouvoir. Et ils vont se donner un zèle. Ils vont encore se donner des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Ils vont aller faire des choses que tu ne seras pas capable de maîtriser. Donc, moi, je regarde les faits. C'est à partir des faits que je fais une synthèse. C'est une réalité que nous vivons. Donc, c'est pourquoi je dis que ils sont en train de faire le lit d'un conflit, d'un vrai conflit. On a frôlé le conflit, ça s'est limité à quelques zones de la Côte d'Ivoire. Mais ce qui va venir là, ce qui vient là, ce qu'on voit déjà là, ça va être dur. Ça, je le dis. Ça va être vraiment dur. Ça sera incontrôlable. Parce qu'ils ne veulent pas éduquer leurs sympathisants, leurs militants, leurs communicants. Ils ne veulent pas les éduquer. Tout est fait sous le coup de l'émotion. Ils sont impulsifs. Ils mettent en avant leur orgueil, leur ego. Pourquoi il fait ce direct? Pour dire que la CAP Côte d'Ivoire n'a pas été créée pour rivaliser Gbagbo. Parce qu'au moment où la CAP Côte d'Ivoire devait se créer là, il n'y avait même pas de front commun. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et c'est au président Gbagbo, on avait donné la responsabilité. Il avait déjà, mais on avait besoin d'une confirmation. Le peuple le disait. Et à nous là, quand vous venez sous nos postes là, non, et on veut qu'on se mette ensemble. Si celui qui est devant n'est pas capable de mettre les gens ensemble par ses propos, c'est nous qui on va mettre ensemble. Si moi je te parle, je fais des vidéos pour te parler que tu n'écoutes pas, comment je vais vous mettre ensemble? Bonsoir ma grande Félie. C'est pas moi, je vais vous mettre ensemble. C'est vrai, je suis un leader, mais je suis écouté par combien de personnes? Je suis écouté par combien de personnes? Mais celui pour qui vous prenez les réseaux sociaux là, et que vous insultez tout le monde là, lui au moins, quand il va vous parler, vous allez l'écouter. C'est lui qui a la responsabilité. C'est pourquoi dès le départ, après le décès d'Henri Konan Bédié, on lui a dit, bon, voilà. Il a dit non, il se désengage, que chacun parte. Vous étiez là, vous avez applaudi ça, vous étiez content même. Oui, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Il a raison. C'est lui qui a raison. Ce qu'il dit, c'est vrai, c'est la vérité. Vous n'avez jamais rien mis en cause. Vous ne vous posez jamais des questions. Est-ce que c'est sur le coup de l'émotion, le chef a dit ça? Ou bien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on ne peut pas raisonner le chef? Vous avez applaudi. Et les autres prennent leurs responsabilités, ils s'organisent jusqu'à ce qu'ils aient aujourd'hui la CAP Côte d'Ivoire. Vous sortez encore pour dire que la CAP Côte d'Ivoire a été créée pour combattre Gbagbo. Vous voyez, c'est de la mauvaise foi. C'est de l'hypocrisie.
Et un pays qui est dans l'hypocrisie et que cette hypocrisie fait qu'il y a la haine qui naît, c'est que nous sommes en train d'aller droit dans le mur. Le jour où vous arrivez au pouvoir. Parce que ceux que vous avez ciblés comme des ennemis, pour rien comme ça, vous avez fabriqué des ennemis dans votre subconscient. Ces personnes-là, mais vous allez les traquer pour rien. Vous allez les traquer pour rien. Alors qu'elles ne vous ont rien fait. Elles ne vous ont rien fait. Elles vous ont laissé la place, le temps, pour que vous puissiez organiser l'opposition et la gauche. Vous avez dit non. Quand ils s'organisent maintenant, vous les attaquez. Et vous les torpillez en plus. Vous partez tirer ceux avec qui ils se sont entendus pour créer la coalition. Vous partez les enlever et vous vous tapez la poitrine. Ce n'est rien d'autre que la sorcellerie. Ça n'a pas d'autre nom. Malgré ça, la CAP Côte d'Ivoire ne vous a jamais accusé de quelque chose. Au contraire, la CAP Côte d'Ivoire a fait un communiqué dans lequel il a dit, quand le PDCI est allé signer le Front commun, la CAP Côte d'Ivoire a dit qu'on peut parler de plusieurs voix. Ça ne dérange pas. C'est la même chose. Vous voyez la hauteur. Ils ont pris de la hauteur. Ils ne se sont pas mis très bas. Ils ont dit simplement que non. Nous discutons les mêmes problèmes. Nous sommes en train de parler des mêmes problèmes. Donc, il n'y a aucun problème. À quel moment la CAP Côte d'Ivoire est devenue l'adversaire du Front commun? À quel moment? On ne sait pas. Donc, vous êtes en train de construire, franchement, vous êtes en train de poser les bases d'un conflit, d'un grand conflit. C'est pourquoi il y a pris toutes ces images. Vous attaquez à tout le monde. Et regardez même la plus grosse erreur. Et je ne sais pas si c'est une erreur ou bien c'est quoi. Quelqu'un qui est de votre famille va faire une proposition. Juste une proposition, pas une opposition. Que vous avez comment on appelle, vous pouvez analyser à votre sein, analyser la proposition pour dire que bon, voilà, on a compris. Oui, bonsoir camarade Oiseau Blanc, comment tu vas? On a analysé la proposition, bon, elle va bien, elle ne va pas bien, et vous réglez votre problème, sans même que ceux du dehors sachent. Parce que celui qui est parti vers vous, qui est allé vers vous pour faire la proposition, c'est parce qu'il veut que, il voit ce que ça peut faire. C'est pourquoi il est allé vers vous. S'il était dans l'esprit de vous combattre, il devait faire ça dehors. Mais vous prenez le courrier qu'il vous a apporté, vous le transportez sur la toile. Vous humiliez encore quelqu'un d'autre. Vous insultez quelqu'un d'autre. Vous voyez comment vous créez la haine. Vous avez dit de Madou Koulibaly, il n'est rien. Il ne pèse rien. Pour vous, on n'est toujours rien. Et c'est parce que vous appelez en politique, lui là ne pèse rien. Vous oubliez qu'une voix peut vous faire perdre. Une seule voix peut vous faire perdre une élection. Une seule voix peut vous faire perdre une élection. Vous attaquez tout le monde. C'est pour vous dire que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est l'hypocrisie.
Et puis j'écoute souvent des tontons, des grandes personnes. Quand je finis de les écouter, quand ils t'appellent, tu finis de les écouter, tu te dis que bah, on ne peut rien faire. Parce qu'un pays où il y a l'hypocrisie, on ne peut pas avancer. Parce qu'il n'y a personne pour dire la vérité. Personne. Il faut être dans le faux pour être applaudi. Il faut dire le faux pour qu'on puisse t'aimer, pour te faire aimer. Quand tu es lucide là, non, toi tu es un ennemi. Donc, voilà pourquoi j'ai fait ce direct. Parce que j'entends beaucoup de choses sur la Cap Côte d'Ivoire. La Cap Côte d'Ivoire, c'est l'ennemi. Non, si Gbagbo a laissé Simone, il a raison de laisser Simone. Parce que voilà, comment Gbagbo a créé un front commun et elle crée Cap Côte d'Ivoire. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est puant vers la fin. C'est puant vers la fin. C'est pourquoi j'ai fait ce direct. Je fais ce direct et quand je fais le direct, parce que parmi ceux qui, la masse là, qui applaudit tout, il y a des personnes quand même qui sont entraînées par certaines personnes. Et c'est pourquoi quand je fais ce direct, je demande que ça soit partagé parce que il y a 2 personnes, 3 personnes qui comprennent, qui essaient de comprendre. Ils se libèrent de quelque chose. C'est pourquoi je demande qu'on partage les directs pour que les gens puissent comprendre. Parce qu'ils sont là, ils s'insultent tout le monde, ils s'attaquent à tout le monde, pensant qu'ils sont en train de créer, ils aiment quelqu'un. Non. Voilà. Donc, je voudrais vraiment vous dire merci. Merci pour le soutien que vous nous apportez, camarades Oiseau Blanc, ma grande soeur Félie, maman Natou, Léa Niali, Marie. Bon, vous êtes nombreux, hein? Vous êtes nombreux. Je vous dis merci. Que Dieu vous fortifie. C'est un combat très difficile. Mais bon, c'est ça. On doit le faire. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.